Quand il pleut, mais c'est seule ta réaction face à la pluie qui détermine ton humeur. Ta plus grande force, c'est d'être qui tu es. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. N'aie pas honte de ce qui te rend différent parce que c'est ça ta plus grande force. Seydou Abachi, il dit, on vit dans une époque où avant, pour être connu, il fallait faire des choses incroyables. Mais aujourd'hui, pour être connu, il suffit d'être con et nu. Tu as le droit de me poser une question. Donc ma question, c'est est-ce que tu as des choses à me dire que tu n'as jamais eu l'occasion de me dire? Elle est belle ta question, parce qu'elle est très réaliste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle interview avec le big boss, le grand frère Sudi, qui est juste en face. Comment tu vas? Je suis très content, je vais bien. Je suis content qu'on puisse enfin s'asseoir. Je sais qu'il y a plein de choses qu'on va se dire. C'est vrai. Il s'est passé plein de choses. On a prévu plein de fois. Et enfin, on arrive à se retrouver pour ce petit échange. Ça va être vraiment une discussion assez fluide. On va essayer de partager pas mal de petites clés aussi, parce que je sais que c'est une bibliothèque qui est juste en face de moi. On va essayer au maximum d'apprendre de lui. Donc, comment tu vas, Sudi? Ça va? Franchement, ouais. Franchement, je vais bien. On est dans une période de fin d'année. L'année a été difficile, mais on est quand même allé arracher pas mal de victoires. Donc, quand je fais le bilan, je suis content. Okay. Donc, en happy mode, là, je suis bien. Ça va. C'est important, le bilan. On est en fin d'année. On va justement parler aussi de fin d'année, mais je ne sais pas quand cette vidéo va sortir. Avec Sudi, on ne sait jamais. Mais Sudi, c'est pour ceux qui le découvrent sur ma chaîne. Sudi, c'est un conférencier, c'est un coach, c'est un auteur, c'est un père. C'est plein de choses à la fois, mais je pense que je ne saurais le présenter mieux que lui-même. Sudi, c'est la coutume. Pour les petites interviews qu'on fait, on laisse toujours la personne se présenter, même si tout le monde a au moins vu ta tête passer au moins une fois. Ouais. Qui est Sudi? C'est vrai qu'on peut voir quelqu'un, mais on ne sait pas qui c'est. Hein, tu vois, tu peux dire, ah, je vois, mais quand la personne te dit qui elle est, c'est différent. C'est toujours un exercice difficile pour moi de me présenter parce que je fais beaucoup de choses, je suis beaucoup de choses. La synthèse de toutes ces choses-là, c'est quelqu'un qui fait de son mieux pour apporter de la lumière et pour donner envie aux gens de faire de leur mieux aussi. Mes leviers, tu les as cités, je fais des vidéos, je fais des conférences, je suis coach, je suis mentor, je suis formateur, et je serai ce que la vie me demandera d'être tant que je peux être cette inspiration pour des gens qui doivent exprimer leur lumière. Donc globalement, c'est ça. Je suis un messager positif. Un mec sympa. Le mec qui dit « Hey, good morning, Internet !» J'aime bien. On l'a découvert depuis pas mal de temps, Sudi. Ça fait un bon moment qu'il est dans le game. Ce que j'aime bien chez ce mec, c'est qu'il y a des gens qui viennent, ils prennent leur petit truc, ensuite ils disparaissent. On n'entend plus parler d'eux. Mais le mec, il est là. Ça fait pas mal de temps qu'il est là. Et il est toujours là quand même. Il peut disparaître 6 mois. Il revient. Il est toujours là. Toujours bien stocké dans le game. Ça se voit que tout ce que tu fais, tu le fais avec passion. Et tu le fais avec profondeur. Et ça, j'apprécie ça beaucoup. Et je tenais à te le dire en face dans cet échange. Donc, on va un petit peu parler de toi. On a le droit de parler de moi aussi. Je vois Sudi aujourd'hui. Je vois Sudi, le grand conférencier. Le mec qui a réussi à remplir une salle de plus de 400 ou je dirais même 500 personnes en 3 semaines. C'est-à-dire, il disparaît pendant 6 mois. Il revient, il dit « Bon, tiens, on va faire une conférence. » En 3 semaines, il remplit 400 personnes. Tranquille, à Paris. De façon très simple. Donc, pour vous dire que c'est le mec qui est suivi par des milliers de personnes. Si on doit tout cumuler, il doit être quand même suivi par presque des millions de personnes. Malgré tout ça, je sais qu'il y a eu un passé. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont te voir, ils vont voir l'iceberg. Le Sudi au top, le Sudi qui accomplit plein de choses, le Sudi conférencier, le Sudi inspirant. Mais j'ai envie de savoir, c'était qui le Sudi avant tout ça? J'ai fait trop de choses. Franchement, j'ai une vie... C'est marrant parce que tu vois, on est dans la pièce, il y a Naïm, il peut te dire, tous les mois, je crois, il découvre un aspect de ma personne, de ma vie, de ma personnalité. J'ai fait beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis bon dans ce que je fais, à savoir mettre des précisions sur ce que les gens sont et peuvent ressentir, parce que j'ai beaucoup expérimenté de choses. Okay. Globalement, quelle partie? Parce que ça a changé peut-être tous les 3 ou 4 ans, ça a changé. Ma vie, l'enfant, c'est pas le même que tu vois, le jeune ado, l'ado, le jeune adulte. Je pense que je pourrais recadrer ma question peut-être, parce que c'est assez... Je trouve que pour autant de casquettes que tu as. Mais avant que tu te lances aujourd'hui dans le dev perso, le développement personnel, t'étais qui avant? Qu'est-ce que tu faisais? Genre juste avant d'avoir ton déclic. Et ensuite, tu me parleras peut-être de à quel moment tu as eu ce déclic de te dire « Ok, je pense que j'ai une autre mission maintenant. Tout ce que j'ai fait, c'est bien,
Mais je pense que tout ça m'a mené à être ce que je suis aujourd'hui. Mais à quel moment t'es venu ce déclic-là? Et c'était qui Sudi d'avant, avant ce conférencier qui est devant moi? Franchement, si je dois faire une synthèse, je dirais que déjà, je suis un dernier de famille. D'accord. Ça, c'est un détail assez important. Les derniers, ils se reconnaissent entre eux, ils savent ce que c'est. C'est les bébés gâtés un petit peu, quoi. Tu peux être un pourri gâté, mais tu peux être aussi un souffre-douleur parce que tu es le dernier. Tu peux taper personne, toi. D'accord. Tu es le dernier, Ouais. tu peux taper personne. Bien sûr. Donc, je suis un dernier de famille. Donc, j'ai toujours eu l'envie d'être vu, l'envie d'exister. Et j'ai essayé d'exister par tout un tas de moyens. J'ai été un enfant turbulent, j'ai été un petit pitre, un petit clown, j'ai fait plein de choses comme ça. Et parce que j'ai voulu vivre aussi, parce que j'ai grandi en Afrique, j'ai grandi au Cameroun, j'ai voulu vivre et j'ai grandi avec cette envie de savoir ce qu'il y a à Mbeng. Nous, au Cameroun, on dit Mbeng. Quand Mbeng, tu dis Mbeng, c'est la France. J'ai grandi dans cette génération qui était bercée de rêves et d'aspirations il suffit d'arriver là-bas. Et une fois que tu es là, c'est le paradis. Ça y est, ta vie, elle est réglée. Tu n'as même pas besoin de savoir ce que tu fais comme métier ou pas. Tant que tu es un Mbeng, tu as réussi. Et donc, j'ai grandi dans ça, avec des jeunes, des moins jeunes, des adultes, avec tous le même rêve, Mbeng. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui a changé dans ma vie parce que quand j'y suis arrivé, j'avais réalisé le rêve de centaines de personnes que j'avais fréquentées auparavant. Juste le fait d'arriver. Oui, parce que tout le monde rêve d'arriver ici. Donc quand tu arrives ici, en vrai, tu as déjà changé de réalité par rapport à ce que tu connaissais avant. Donc ça a donné naissance à une nouvelle version de moi parce que on se définit en fonction de ce que notre environnement nous renvoie. Et là, c'était un nouvel environnement, un environnement beaucoup plus hétérogène. Il y avait différentes cultures, différents milieux sociaux, différentes langues, bref, c'était la France, quoi. Donc, je découvre plein de choses, je découvre d'autres façons d'être africain, parce que pour moi, le Cameroun, c'était la seule image de l'Afrique que j'avais. Je découvre le Sénégal, je découvre la Côte d'Ivoire, je découvre le Congo, je découvre les pays du Maghreb, je découvre les Turcs, bref, toutes les cultures qui enrichissent au quotidien la France, je les découvre ici, du coup, en France. Mais le fil rouge, c'est toujours je veux exister, je veux vivre. Donc, je fais plein de choses, je fais du sport, je fais de la musique, je fais tout ce qui me passe entre les mains. Et arrive un moment où je découvre, sur recommandation d'un cousin, non, je dis n'importe quoi, c'est pas un cousin, c'est ma sœur qui m'offre un livre. Ma sœur m'offre un livre. À ce moment, t'as quel âge? T'es arrivé déjà en France à quel âge? Je suis arrivé à 11 ans. 11 ans? Ouais, okay. 11 ans, donc j'étais vraiment un petit, tout petit. Et ce livre, je sais qu'on est en train de faire de grosses synthèses là, mais ce livre, on te l'offre à quel âge? On me l'offre à entre 15 et 17 ans. Ok. En tout cas, j'étais adolescent. Ok. Adolescent. Je ne sais plus si on me l'offre. Ouais, on n'a qu'à se dire que c'est entre 15 et 17 ans. En tout cas, c'est un des premiers livres de dev perso que j'ai en main. C'était quoi le livre? Isabelle Filiosa, Trouver son chemin. Ma sœur me l'offre. Je crois même que c'est un cadeau d'anniversaire, pour te dire. Donc, voilà. Donc, elle m'offre ce livre-là, que je lis, que je trouve intéressant, parce que c'est un livre qui est très basé sur l'action, médite un peu, réfléchis un peu, imagine-toi comme ci, imagine-toi comme ça. Et donc, j'ai ce livre-là, je le lis, la graine est plantée, mais après, je continue ma vie. Je vais en cours, je fais ce que j'ai à faire. À 20 ans, je crée ma première boîte. Et je passe un nouveau cap en termes de réalité, parce que je fais l'équivalent de 5 ou 6 mois de salaire d'un adulte, alors que j'ai que 20 ans. Avec ta boîte? Ouais. Tu étais étudiant ou pas quand tu as créé ta boîte? J'étais étudiant. Je venais à peine d'entrer en fac d'audiovisuel. Et je quitte la fac d'audiovisuel justement parce que je me dis, mais attends, je fais 6 mois de salaire de je sais pas quel adulte. Qu'est-ce que je reste là à me parler de théorie de frères Lumière, ils ont inventé. Parce qu'en plus, ça m'avait beaucoup déçu, la fac d'audiovisuel. Je pensais que j'allais apprendre à réaliser des choses.
Et on me parlait des fondamentaux, Ouais. des machins. Plus théorique que prends le pratique. livre, prends le livre, ça c'est le contrat, c'est ça, c'est machin. Et les frères Lumière ont fait ci, et je sais pas quoi. Et il y avait 1 milliard de TD en plus. Donc en fait, c'est pas comme si j'ai dit à la fac je me casse. C'est plus la fac qui a dit bah ça y est, t'as 3 TD d'absence, t'es relou là. Ok. Et en même temps, j'avais ce grand frérot là qui m'a dit écoute, les 2-3 épisodes où on a fait des opérations marketing ensemble, ça s'est bien passé. Crée ta structure et viens avec nous. Et donc je crée la structure et boum, on y va. Et donc je fais ces milliers d'euros là très rapidement. Ça change ma réalité. Ouais, à 20 ans. Okay. À 20 ans. Donc à 20 ans, je réalise des petits rêves d'ado. Je vais dans les magasins et je dis bah je veux ça. C'est ça. Et je paye. Tiens. Donc c'était cool, c'était marrant. Et il y a les déconvenus qui arrivent à ce moment-là. Parce que après ça, l'hiver arrive. Et quand je parle d'hiver, je parle pas de météo. Je parle du fait que bah, les clients, soit ils sont là, soit ils sont pas là. Et quand ils sont pas là, il faut apprendre à naviguer. Et je savais pas naviguer. Donc à ce moment-là, complètement décontenancé, un peu perdu. Et à ce moment-là, il y a un vrai appel du dev perso. C'est là où j'ai une recommandation d'un cousin, je crois, qui me parle du livre de Rhonda Byrne, Le Secret. Je découvre la loi de l'attraction. Je suis hyper sceptique, mais je lis. Après, on me dit qu'il y a un documentaire. Je regarde le documentaire plusieurs fois. Je sens quand même qu'il y a une émotion et j'ai envie d'y croire. Et puis, certaines choses viennent à moi. Et je me dis, mais c'est bizarre, est-ce que c'est pas une affaire de loi d'attraction, cette histoire? Ah, ça me rend curieux. Okay. Et là, j'ai envie de lire encore plus. Et donc, je reprends tous les fondamentaux. Les Napoleon Hill, les Kiyosaki, bref, tout ce qui avait déjà été fait, les Alan Watts. Et avant ça, t'aimais la lecture? Non. Tu lisais un peu avant? Non. Ok. Et cette passion, elle est venue d'où? Donc, en fait, par curiosité? La lecture, ce qu'il y a de particulier, c'est ce qui faisait que j'aimais pas la lecture, c'est qu'on me l'a pas vendue. On me dit, lis. Mais lis pourquoi? Pas de raison. Mais ouais, on me lit. C'est à toi de lire. Tu es en classe, tu vas à l'école, tu sors de la récréation, tu viens de courir avec tes potes, on t'assied là, et on dit, vas-y, c'est à toi de lire. Tu lis le paragraphe de là à là. Tu sais pas pourquoi tu lis, tu sais pas ce que tu lis, tu sais pas ce que tu gagnes à lire. Donc, ce rapport à l'école, de toute façon, il a toujours été dans l'obligation pour moi, tu vois. Et donc, j'avais pas de raison d'aimer la lecture. La lecture m'avait rien apporté. Par contre, dans ce genre de livre, la lecture m'apportait des connaissances et un regard sur moi que j'avais pas avant. Ça ouvrait les possibilités pour moi, ça m'aidait à comprendre des choses. Et donc, pour moi, lire, c'est devenu le moyen de s'upgrader en tant que personne. Tu vois, je lis un bouquin, pas parce que j'aime lire, parce que je veux savoir ce qu'il y a dedans. C'est ça, tu vois, curiosité. Jusqu'à maintenant, je lis peu par plaisir. Je lis pas parce que ça me fait du bien de m'asseoir et de lire. Alors, c'est vrai que j'ai une vie qui va à 1000 à l'heure. Donc, s'asseoir et lire, ça fait du bien, c'est cool. Mais si tu regardes les livres que je lis, il y a une pile de 5 ou 6 livres là, il n'y a pas d'histoire d'amour ou je sais pas quoi dedans. C'est que des livres de personnes qui ont travaillé des décennies et qui ont condensé ça en un livre. Et je me dis, je vais pouvoir lire ça en 2 jours et j'aurai des décennies dans la tête. Ça a toujours été ça mon approche dès que j'ai découvert le dev perso. Donc j'ai beaucoup lu dans cette optique-là. Et plus je lisais, meilleur je devenais. Okay. Je m'ajustais de mieux en mieux. J'ai créé de nouvelles boîtes. J'ai mieux ciblé ma clientèle parce que j'ai eu beaucoup de déconvenus. Quand tu finis ton business de 20 ans où tu gagnes 6-7 000 euros là, par mois et qu'on te dit il n'y a plus rien, maintenant tu dois être agent commercial ou tu dois faire de l'événementiel en supermarché et on va te payer 100 euros la journée, c'est pas le même film. Hein. C'était pas... Mais je l'ai fait. Tu vois, T'es passé de là. Ouais, je suis passé de je monte une équipe où je vais voir mes potes et je dis toi et toi, on va aller bosser à tel endroit pour telle marque. Je vais vous payer tant. Ok, tu passes de là à. Je suis à Linéa, Sainte-Geneviève-des-Bois. Je fais une animation sur le stand SodaStream. Et venez goûter SodaStream. Et comment tu te sens à l'intérieur? C'est une nouvelle façon d'avoir des boissons gazeuses. J'ai vraiment fait. Et comment tu te sens à l'intérieur, passer de... Parce que généralement, l'adrénaline qu'on a en quittant de là à là, c'est pas la même chose qu'on a en quittant de là à là. Est-ce que tu n'as pas un sentiment dégoût, par exemple? Un sentiment d'avoir échoué quelque chose? Pour la plupart des gens, bien sûr. Non, pour moi... Selon la vision. La blessure que j'avais à l'époque, elle était plus de l'ordre de la trahison. Parce que quand ça arrive après une promesse. On devait aller à Courchevel. Je sais pas si tu connais Courchevel, mais c'est une énorme station de ski. Les gens adorent y aller. C'est pour la classe aisée.
Ok. À l'époque, il y avait Schumacher qui devait être là. C'était la sortie du Galaxy S3, un truc comme ça. C'était à quelle année? C'était dans ma vingtaine, de toute manière. Ok. Donc, c'est il y a 12-13 ans, là. Quelque Ok. chose comme ça, tu vois. Et donc, il y a ce truc-là. On va faire la promo. Galaxy S3, Courchevel, monte une équipe. Ça va être terrifiant parce que par personne, tu vas facturer 7005 la semaine. Je me projette dans une réalité, mais là, je me dis, mais c'est incroyable ce qui va se passer là. Ça y est, la loi de T'imagines l'attraction, déjà, ça ça. marche. Tout ce que j'ai lu, ça marche. Ma vie va être... Pfiou. Et j'attends. Et la date arrive. Et je relance mon gars. Il me dit, ouais, t'inquiète, j'ai mis tout dans le pipe et tout. Je relance. J'attends. Il se passe rien. Après, il me dit, bon, finalement, je pense que ça va être compliqué que tu gères toute l'équipe. Mais il y a moyen que je te place toi. Donc, tu seras peut-être que toi tout seul. Tu pourras facturer ta présence à 7005, mais il n'y aura que toi. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Même ça, je veux, ça va on y quand va. même. Vas-y. Ok. Bah, en fait, finalement, ils veulent ton CV. Et là, tu fais le point. Tu veux mon CV, mais il y a quoi sur mon CV, mec? Qu'est-ce qu'il y a sur mon CV? J'ai quitté la fac d'audiovisuel. Qu'est-ce qu'il y a sur mon CV qu'ils vont voir, qui va justifier, qu'ils doivent me prendre moi? Il faut m'expérimenter, moi. Moi, c'est quand tu m'as en face de toi que tu sais qui je suis, ce que je fais. Et d'un jour, j'arrive pas à les avoir. Je triche sur mon CV, j'écris marketing, photographe. Ça passe pas. Zéro appel, rien. La période arrive, le truc tombe comme ça. Et j'ai T'y pas vas ce pas. marché-là. Et après, cette déconvenue-là, j'ai plus rien de lui. Tu vois, j'ai plus d'autres marchés, j'ai plus d'autres choses, j'ai rien. Pas de son, pas d'image. Et donc, c'est pas qu'il y avait une adrénaline liée à la négativité ou à la difficulté. Il y avait plus cette douleur de putain, mais je t'ai fait confiance, tu m'as dit viens, on y va. Et puis, quand ça va péter, tu disparais, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Donc, c'était plus ça que j'ai ressenti. Maintenant, je suis quelqu'un qui... j'ai grandi en Afrique. Hein. Je retombe sur mes pattes facilement, je rebondis tout le temps. La défaite ne me surprend pas. Tu vois. Les moments difficiles ne me surprennent pas. Les problèmes ne me surprennent pas. Ils doivent arriver. Quand ils arrivent, je les deal. Moi, je deal avec. Donc, j'ai pas eu de... Du moins, aujourd'hui, j'ai pas le souvenir d'avoir traversé une période si sombre que ça. Ouais, non, globalement, il se passe ça. Et passé cette période-là, je retourne à l'école. Parce que du coup, je me dis, bon, bah, le business, ça marche pas. c'est bien beau leur truc, mais avoir un boulot tranquille, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Donc, je retourne à l'école et je fais un BTS à ce moment-là. Un BTS MUC, qui s'appelait comme ça. MUC. Management des unités commerciales. Après le BTS, je vais en fac. Je fais une licence, AEI, Administration et Échanges Internationaux. Ensuite, je vais en master, Commerce International. Et c'est à la période du master où, ça y est, mon dos, il est bullé. Je me dis, ça y est, j'ai compris le truc, c'est dur. Mais en vrai, si tu choisis la direction et que tu t'accroches, que ce soit dur ou pas, tu y arrives. Et donc, c'est à ce moment-là où je casse avec l'école, le salariat, l'école, tout. J'allais, ciao, bye bye. T'as refusé de finir le master, du coup, tu te dis... ouais, je dis, ça y est, c'est bon. Ok. I'm done, I don't need that. Tu vois. Et là, tu raccroches pour... J'entendais en plus déjà toutes ces phrases de Zuckerberg n'est pas allé au bout, telle personne n'a pas allé au bout, mais il emploie des gens qui sont allés au bout, et ainsi de suite. Et tu comprends, je lis Personal MBA dans cette même période, tu vois. Donc en vrai, je me suis senti bien là où j'étais. Je savais que je ne savais pas tout, mais qu'il fallait que je sache ce que j'ai envie de faire pour savoir ce que j'avais envie d'apprendre. Plutôt que d'apprendre comme ça, pour apprendre et dire je suis allé au bout et j'ai bac plus 5. Tu vois, j'avais bossé quelques années plus tôt, parce que comme je t'ai dit, comme j'ai 15 vies, c'est compliqué les deltas. De raccorder. J'ai bossé quelques années plus tôt dans une pizzeria où je livrais des pizzas. Et j'avais un collègue, il avait un bac plus 7. Et il livrait avec toi. Ouais. Donc ça aussi, ça m'a marqué, tu vois. De me dire, mais en fait, ça veut rien dire 7, 8, 12 là. Est-ce que tu es pertinent sur le marché ou pas? Là, oui. Si c'est pas ça... Donc la logique de je vais aller chercher une année de plus, ça me permettait pas d'être pertinent. Moi, ce que je savais, c'est qu'il y avait des réseaux qui étaient en train de faire un boom, qu'il y avait des garages, des restos, plein de monde comme ça, qui n'avaient pas compris ce qui allait se passer, que la télé, on n'allait plus la regarder, que tout le monde allait avoir un téléphone. J'ai dit, c'est quoi? M'en fous, j'y vais. Et paf, j'ai fait le switch là-bas. Et tu as fait le switch sur les réseaux en faisant quoi au début? Est-ce que tu as commencé direct par
Parce que tu fais aujourd'hui. Non, pas du tout. Pas Fais du tout. d'autres Je suis allé voir les gens et je leur ai dit, bah, je veux vous créer des comptes sur les réseaux, documenter votre histoire et vous aider. J'avais déjà commencé à lire un peu les travaux de Seth Godin. Seth Godin, ouais. Le monstre du marketing, là, qui parle du branding, qui parle de tout ça. Et je me suis dit, bah, en fait, et je suis un grand fan d'Apple. Ok. Depuis toujours, je suis un grand fan d'Apple. Ça se voit. Peu importe. Tu n'as même pas vu, tu sais que là, si je donne commande vocale, j'éteins les lumières et tout. C'est vrai? Ah ouais, je te jure. Hein. Regarde, dis Siri, éteins toutes les lumières du studio. Il va nous impressionner. On peut continuer l'interview. Tu vas faire ça à la fin, c'est mieux. Il va couper. Non, faut pas qu'il fasse ça. Ah non, il a pas pris, c'est bon. Ok, t'as mieux. Ça allait tout couper. Je vois que t'es équipé. Je vois montre, ordi, tout, Ouais, téléphone. j'ai tout. Bref, grand fan d'Apple, au-delà des aspects de geek comme ça, parce que geek aussi un peu. Donc, dans cette approche marketing-là, je dis, en fait, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a de l'argent qu'ils peuvent aller chercher s'ils font un peu plus d'efforts au niveau marketing. Et donc, je deviens business développeur. Sous un axe marketing, sous un axe, je serai le lien entre cette génération que tu n'arrives pas à toucher, ces gens que tu n'arrives pas à voir, ces choses que tu ne comprends pas encore, les avis Google que les gens comprennent tous maintenant, bah, ça date pas d'aujourd'hui, ça avait commencé avant, les avis Google, TripAdvisor et autres. Yeah. Et donc c'est comme ça que je commence. Ok. C'est comme ça que je commence. Et en bossant comme ça, bah souvent il faut demander aux gens de mettre de l'argent. Tu vois, il y a des gens qui ont par exemple des garages, mais ils n'ont pas mis en place des systèmes de réservation de rendez-vous en ligne. En ligne, ouais. Moi, j'avais que des idées comme ça. Je disais, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Tu perds du temps à faire je sais pas quoi. Il faut qu'il y ait un questionnaire, il faut qu'il y ait une FAQ, il faut qu'il y ait machin. Ensuite arrive le moment où je lis Timothy Ferriss, la semaine de 4 heures. À ce moment-là, moi, j'avais un business en ligne, un e-commerce de lotion pour la barbe. D'accord. Que moi, j'avais automatisé parce que je voulais plus faire de remise en main propre et tout ça. Et en faisant ça, j'ai pris le contact avec des VA, Virtual Assistant, donc qui sont généralement soit en Afrique, soit n'importe où. Il y en a beaucoup à Madagascar et tout ça. Des freelances, quoi. Voilà, des freelances qui sont tes assistants sur un business, tu vois. Et cette logique-là m'emmène à dire, en fait, même en termes d'effectifs, je peux proposer des choses encore plus complètes. Sauf que quand tu parles à un dirigeant qui est habitué à son petit commerce où ça se passe comme ça, ok, voilà, je fais tant de chiffres, il y a des périodes c'est difficile, on en fait moins, c'est tout. Les jeunes, arrêtez de nous embêter avec votre internet, vous êtes toujours dans vos téléphones. Bah, le move que tu dois faire, c'est dire je suis tellement sûr de mon coup que tu peux ne pas me payer. Et moi, c'est ça que c'est Napoléon il m'a emmené là-bas. C'est ça. Donc je suis venu voir des gens en disant, tu sais quoi, vu que tu n'es pas présent là-bas, je vais t'emmener des clients qui vont venir de là-bas et tu ne pourras pas dire que ça vient d'ailleurs. Yeah, on fait ça. Ça se voit, quoi. Voilà. Et là, du coup, on a fait ça. Mais quand il fallait investir sur un nouveau site ou investir sur des budgets ou autres, sur le Google Ads, machin, bah, les gens, ils ne voulaient pas investir. C'est pas tout le monde qui croit à l'innovation au début. Bah, pour moi, ne pas croire à quelque chose qui a le potentiel de t'aider, c'est pas un problème que tu as avec la chose, c'est un problème que tu as avec toi. Tu dois manager le risque, normalement, et dire c'est quoi le risque le plus petit que je puisse prendre pour au moins avoir un vrai feedback. Si tu refuses d'avoir un feedback, le problème, il n'est pas lié à ce qu'on te propose, il est lié à toi. À toi. Tu vois, okay. moi, tu me proposes n'importe quoi aujourd'hui, tu me dis je peux t'aider à faire ça mieux, je t'écoute attentivement. Ah, parce que peu importe qui t'es. Ah bah oui, peu importe qui. J'écoute même plus les plus jeunes que les plus âgés. Ah, parce que je sais que ça vient de là-bas. On vient me voir, on me dit hey, Discord, fais attention. Je dis ok, montre-moi comment ça marche, s'il te plaît. Hey, l'IA, ah ouais, montre-moi comment ça marche, s'il te plaît. Aujourd'hui, je demande à tout le monde d'utiliser l'IA, moi. En interne, tout le monde utilise l'IA. Okay. J'ai même un gars, j'en parlais tout à l'heure avec Elia, j'ai un gars, il va plus loin, il fait des codes, il développe des codes pour que ce soit encore plus, ça améliore encore plus notre workflow. Okay. Et quand j'ai vu que chez les entrepreneurs, il y avait ce petit blocage qui est de l'ordre des croyances limitantes, du mindset et autres, bah, je me suis mis à passer du temps juste à les conditionner en mode, et si ça marchait? T'imagines? Tu ferais quoi s'il y avait 30%, s'il y avait 40%? Ouais, exactement. Okay. Juste ouvrir une porte qui était juste là fermée. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça, en fait. Et j'ai commencé à le faire aussi à côté. Parce qu'en parallèle de ça, bah, je voyageais. Moi, j'étais déjà avec ma femme d'aujourd'hui. On était déjà ensemble. Okay. Donc, je voyageais aussi. Je me pas marié à ce moment-là? Je découvrais. Non, je me suis marié il y a 6 ans et demi. Okay. 6 ans et demi. Je me suis marié peut-être un an avant d'arriver sur les réseaux. Et donc, je voyageais. Et donc, j'avais une vie très cool. Tu me vois voyager tout le temps. Toutes les 10 minutes, je suis ailleurs. Et je suis dans les destinations qui sont connues aujourd'hui et vues aujourd'hui. Mais c'était l'arrivée de Snapchat. Personne montrait des voyages comme ça tout le temps. Les influenceurs, ça n'existait pas. Du coup, tu étais sur Snap. Ouais, j'ai commencé par Snapchat parce que c'est un réseau qui avait C'est eux qui ont inventé la story. Oui. Tu vois? Oui. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est normal de filmer avec son téléphone et de faire des montages, des machins, des trucs. Mais à l'époque, tu pouvais pas faire ça. C'est ça. Instagram, tu faisais un post, il était carré.
Il n'y avait pas de... IGTV n'était pas arrivé, il n'y avait pas tout ça. Ça durait 1 minute. YouTube, il n'y avait pas de format court. Et YouTube, il fallait préparer un peu ta vidéo. Il y avait quand même des mecs qui faisaient du boulot avant. C'est très récent, les shorts. Voilà, donc c'est Snapchat qui était le plus simple d'accès. Et donc j'ai fait longtemps de Snapchat comme ça, où je partageais mes lectures, je partageais des messages le matin, j'envoyais des shots de motivation, je montrais un peu mon lifestyle et tout. Et en parallèle, tu avais ce business-là. Exactement. C'est ce business-là, du moins ces business-là, parce que j'avais ça, j'avais mon site e-commerce dont je t'ai parlé, je faisais un peu de consulting, j'avais investi un peu dans l'automobile aussi, avant qu'ils fassent le switch là. Parce qu'il y a quelques années, tu pouvais acheter un véhicule en Belgique, en Allemagne, tu arrivais, tu l'immatriculais. Et tu le vends en France. Là, maintenant, quand tu le fais rentrer, on te dit que tu dois attendre. Et les procédures à la préfecture, c'est devenu plus long parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait autant de gens. Au début, ils ont mis une barrière en disant il faut que tu en fasses, je ne sais plus si c'est par mois ou par an, mais en tout cas, ils ont limité à 5 véhicules, je crois. Dès lors où tu fais plus, on dit ah non, tu fais un statut auto-entrepreneur, tu commences à dire que tu es un professionnel, ne raconte pas ta vie, tu changes pas de véhicule toutes les 10 minutes. Dès que ça a commencé à se resserrer comme ça, j'en suis sorti. Mais avant ça, c'était un bon moyen d'immobiliser de la trésor, tu vois. Tu immobilises un peu de trésor sur un véhicule, tu peux rouler avec un véhicule, ok, ça y est, c'est bon, c'est fini, tu le vends. Donc je faisais pas mal de petites choses comme ça pour retomber un peu sur mes pattes. Et arrive le moment où on me dit, mais mec, c'est trop bien ce que tu partages, fais une vidéo, tu vois. Parce que plus tu sais de choses de ce type-là, parce que, tu as voyagé, donc ta culture est étendue, il y a beaucoup plus de choses. 2, tu lis, donc tu as l'expérience d'autres personnes. 3, tu as toi-même déjà plusieurs cultures, tu vois. Je suis d'une famille relativement aisée au Cameroun, mais j'ai côtoyé les milieux populaires au Cameroun. Je suis arrivé en France. En France, j'étais en banlieue, donc j'ai côtoyé les milieux populaires français. Je suis allé en cours à un certain niveau, donc j'ai côtoyé des milieux à peu près aisés aussi. Donc j'étais assez hybride, tu vois, assez touche à tout, passe partout. Exactement. Ce qui veut dire que les conversations que j'avais, naturellement, étaient des conversations qui, sans prétention, enrichissaient quand même les gens avec qui j'échangeais. Et si tu ajoutes à ça la volonté d'aider l'individu à être meilleur, on m'a dit, mais vas-y, fais des vidéos, comme ça on peut revenir dessus. La story d'il y a 2 jours, elle était trop bien et machin. Et tu avais l'art oratoire à ce moment-là aussi ou pas? Parce qu'au-delà de tout ce que tu partages, toutes les expériences, peut-être qu'il y avait aussi ta façon de partager. Peut-être ou bien tu faisais pas de face cam à ce moment-là. Genre, il n'y avait pas ta voix ou pas? Si, il y a toujours eu ma voix. Il y a toujours ta voix? J'ai toujours commencé en face cam. Ok. Ma toute première vidéo, c'est face cam en dynamique. Je suis dehors et je marche et je parle à la caméra. Et l'art oratoire que tu as aujourd'hui, est-ce que tu l'avais à ce moment-là où tu l'as? Je sais qu'on le développe au fur et à mesure, mais est-ce que tu avais toujours des petites phrases de d'autres gens qui te disent à ce moment-là, ah mais tu sais que tu parles bien, tu devrais faire des vidéos ou non? Non, parce que tu devrais faire des vidéos, c'était pas une possibilité dans la tête des gens. Tu vois, ils pouvaient pas me donner ce conseil-là, il y avait pas de gens qui faisaient des vidéos. Non. Tu vois, les gens ils faisaient pas de vidéos. Je compte les têtes qu'il y avait, parce que là on parle de quand? On parle de avant 2017. Okay. Il y avait très peu de gens là. Il y en avait, mais c'était très peu, ouais. De David Laroche et tout ça. David Laroche, Alexandre Cormon, Franck Nicolas. C'est ça. Roger Lannoy. Voilà, Roger Lannoy qui était très présent à l'époque. Tu vois, qu'il a vu la nouvelle génération arriver et tout ça. Voilà, il n'y avait pas grand monde. Hein. Donc on ne pouvait pas me dire fais des vidéos parce que même le développement personnel, je parle de ça. Mes premières vidéos que je fais sur les réseaux, je les fais vraiment en mode sadaka. Je vous donne, tenez, cadeau. Je faisais même des concours pour gagner des livres comme ça, sans prendre de lead, sans rien faire. J'ai vu des anciennes vidéos de toi où tu étais dans la rue. Voilà, je donne, je dis tenez ça, gagne un livre, gagne machin. Juste parce que je me disais, mais en fait, j'améliore le monde en donnant ce que le monde m'a donné. Et je rends ce que j'ai reçu, tu vois. Et toute cette réalité-là m'a emmené à voir que le dev perso, ça n'existait pas. Quand j'allais à la Fnac, tous les livres que je voulais, il fallait les commander. Tu venais, il y avait un tout petit bout là, c'était à côté de livres ésotériques, donc tout ce qui est science un peu inconnue, voilà, tout ce qui est ésotérique, quoi. Et il n'y avait pas beaucoup de références. Et il n'y avait que des livres américains d'ailleurs, il y avait très peu de Français qui écrivaient sur le sujet. Va à la Fnac aujourd'hui, ou va chez Cultura, ou n'importe quel libraire aujourd'hui, tu dis je veux le rayon développement personnel, c'est un gros machin, hein. C'est un gros bloc. Donc on ne pouvait pas me dire fais des vidéos. Par contre, c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois complimenté sur la façon dont je m'exprimais. D'où ça vient, je pense qu'il y a une volonté. J'ai un ami avec qui j'étais à la fac, justement, qui lui me donnait les cours quand j'ai cessé d'aller en cours. Parce que quand j'ai cessé d'aller en cours, c'était pas si définitif que ça. C'était en mode bon, j'y vais pas, mais il y a moyen pour les partiels, je serai là. Donc envoie-moi quand même tes cours, tu vois. Et je me rappelle que dans cette période-là, j'apprenais, je crois, 3 ou 4 mots par jour. C'était mon délire.
Je cherchais un mot que je connaissais pas. Ok. Je voyais comment l'utiliser, je voyais comment le... Voilà. Et je lui envoyais, et on avait ce petit jeu du quotidien où on s'envoyait des mots. C'est pas Donc ça. il y a eu une volonté quand même de m'exprimer de la meilleure manière possible, en tout cas d'une façon qui parlerait au plus de monde. Parce que entre les déconvenus de la période où on m'a dit on veut pas de toi là, tu vois, le Courchevel, tout ça, bah, j'ai réfléchi sur moi. Je dis, bah, en fait, qu'est-ce qui fait qu'ils me font pas confiance, tu vois? Tu voulais Qu'est-ce qui fait briser qu'ils me font pas- ces barrières-là que Ouais, toi, qu'est-ce tu qui pouvais fait qu'ils me font pas dévisser. confiance? Est-ce que c'est moi qui n'inspire pas confiance? Ou est-ce que c'est eux qui sont sceptiques? Est-ce que c'est pas un mélange des deux? En tout cas, ma part, je devais la maîtriser. S'exprimer, c'est très important. Ça rend tout beaucoup plus simple. Avoir du vocabulaire, c'est encore mieux. Parce que du coup, tu nuances tout ce que tu dis en choisissant le bon mot qui correspond. Yeah. Donc, j'ai toujours été passionné par ça. Même si je suis pas un grand lecteur, comme je te l'ai dit. Ok. Inspirant comme parcours. Inspirant. Je pense que je te laisserai parler. On serait un podcast de 3 heures là. On peut, j'en ai déjà fait de 5 heures. Quand vrai je trouve une personne qui peut parler longtemps, j'écoute tout parce que je veux tout savoir. Tu Ok, vois. ouais, moi je T'as les moi détails aussi. sur une J'apprends vie, beaucoup de t'as- choses de voilà. toi ici que je connaissais pas avant. Tu vois. Si on se pose pas pour en parler, tu peux pas savoir. Ouais, c'est normal. J'ai l'impression de beaucoup te suivre, de voir un petit peu le parcours un petit peu, mais je sais que voilà, là ça me fait super plaisir. Vous le découvrez en même temps que moi, Sudei, mais j'espère que vous tirez un maximum de connaissances de ce monsieur qui est en face de nous. Et du coup, là, tu entreprends, on commence à te dire, ouais, il faut que tu partages. Et est-ce qu'à un moment, tu as eu le déclic? Je sais que quand on se rend, même moi, personnellement, quand je me suis lancé dans ce domaine-là, je ne savais pas toutes les possibilités que ça pouvait donner après, tu vois. C'est-à-dire aujourd'hui, tu fais des conférences. Aujourd'hui, tu as sorti un livre. Aujourd'hui, tu as des formations en ligne, notamment Self-Love, on va en parler tout à l'heure. Et donc, au début, j'imagine que tu n'avais pas du tout idée de tout ça. Ouais. C'est venu au fur et à mesure. Ouais. Mais à quel moment tu te dis, bon, je pense que ça, je vais en faire mon métier? À quel moment tu as eu ce déclic de te dire, ok, j'ai fait pas mal d'activités par-ci, par-là, mais aujourd'hui, je vais en faire mon métier? Est-ce que tu as eu ce déclic-là de te dire réellement qu'il est temps que tu en fasses ton métier? Quand je ferme la boîte, mon e-commerce là, en fait, je le ferme même pas. Je la vends à vil prix à une personne que j'avais rencontrée, pour qui j'avais beaucoup d'affection et avec qui on avait un peu collaboré dessus. Il connaissait les process, il était aligné avec le truc, donc je lui dis, bah, tu sais quoi, je vais te faire le cadeau du siècle, mec, je te donne cette boîte, fais-la vivre. Moi, en tout cas, je me coupe de cette boîte, c'est plus ma boîte, c'est plus mon bébé, c'est le tien. Ce moment-là, c'était vraiment le moment où je me suis dit, ok, je me donne plus d'autre choix. Mais moi, tu sais, je suis un rêveur. Okay. Je suis un rêveur, je suis une personne qui marche beaucoup par la foi. Je me dis que si je vois quelque chose dans ma tête et que je suis convaincu, ça existe. C'est aussi clair que ça, tu vois. C'est beau. Et je me suis dit, après avoir connecté les dots, tu vois, après avoir fait mon ikigai, après avoir vu l'évidence, tu vois, de ce dans quoi j'étais doué, ce que je prenais plaisir à faire, ce dont le monde avait besoin et tout ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est sûr que si je mets tout ça en commun, on va me payer pour le faire. C'est sûr et certain, il n'y a pas de débat. Je vois le monde, je vois ce que je peux faire. Les gens sont peut-être pas encore habitués à payer pour ça, mais c'est sûr qu'on va payer pour ça. Et heureusement, je ne me suis pas privé d'avoir des mentors digitaux ou bien dans des bouquins. C'est-à-dire que quand je lis la biographie d'une personne, ce qui a marché pour elle, je l'intègre comme quelque chose qui pourrait marcher pour moi. Et notamment Jim Rohn ou Les Brown, qui sont parmi les speakers qui m'ont le plus donné envie d'être sur une scène et de dispenser de la connaissance et de créer quelque chose. Bah, les deux te parlent des moments où ils sont venus le faire. Ils ne savaient pas ce que ça allait donner. Et ensuite, on leur a dit, mec, t'es tellement bon. S'il te plaît, je vais t'emmener dans un endroit, tout le monde va payer et tu vas juste venir parler. Tu vois, et pour moi, cette réalité-là de quand tu crées de la valeur, les gens viennent toujours te chercher. Ça a toujours été ma philosophie et mon approche. Donc, j'ai jamais eu peur de ne pas en vivre. Je me suis toujours dit, bah, en fait, impact. Si tu impactes, il n'y aura pas de question d'argent, de manquer ou je vois, c'est pas une option. C'est inspirant. Et j'ai une petite question qui va suivre ce que tu viens de dire tout à l'heure. Au moment où tu te dis, je vais me lancer dans le coaching, je m'en fous, est-ce que je vais en vivre ou pas? Moi, je suis persuadé que les gens me payeront
pour ce savoir-faire que je commence à développer. Comment ton entourage réagit par rapport à cela? À ce moment-là, tu es avec ta femme, ta future femme, je me dis. C'est ça? Ta femme à ce moment-là ou ta future femme? Future. Ok, ta future femme. Il y a ta future femme, il y a ta famille du coup. Ouais. Mais après, j'avais déjà cassé les codes quand j'ai dit je quitte le salariat. Parce que mon dernier job, j'étais responsable d'un service appel d'offres. Ça allait bien, hein. Je faisais bien le boulot, ils étaient contents. J'avais décroché un marché dans le surgelé alors qu'ils ne faisaient pas de surgelé. Donc c'était un marché à plusieurs millions et tout. C'était cool. J'avais fait le tour de la boîte, je commençais à comprendre tout. Mais justement, comme j'ai fait le tour de la boîte et que j'ai vu que c'était une case qui avait été prévue pour une personne qui veut se sentir accomplie dans cette case, moi j'ai vu que je n'allais pas rester là longtemps. Je dis, mais en fait, s'il n'y a pas au-delà de cette case-là, vous m'avez déjà perdu, les amis. Tu vois? Ok. Quand je suis allé chercher le marché de surgelé, c'était un peu ça que je disais. Vous m'avez demandé de me contenter de ça. Mais ça ne ramène pas assez d'argent. Je vais chercher un marché. J'ai pris le marché, j'ai eu le marché. Ils étaient contents. Oh, bravo, génial, tout. Ils m'ont pas primé, ils m'ont rien fait, ils m'ont rien dit. Non, rien. Rien. Du coup, moi, je dis, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de personnel. Je comprends comment c'est fait, je sais que c'est un système. Et je me rappelle avoir rédigé un mail, d'ailleurs. Un long mail avec en objet écrit « Merci ». Et j'ai dit merci à tout le monde. Parce que profondément, dans mon cœur, j'entendais de la gratitude parce qu'il m'avait montré quand même ce monde-là, le salariat, l'esprit d'équipe, l'ambiance dans un bureau, l'importance de la hiérarchie, l'ordre, l'organisation, les process. Ils m'ont fait grandir, hein. Réellement, ils m'ont fait beaucoup grandir. J'ai grandi vite, tu vois. C'est comme, il y a des plantes qui grandissent plus vite que d'autres. Moi, j'ai grandi vite. J'avais trop soif, trop faim, j'ai grandi vite. Et quand j'ai fini de grandir ce que je pouvais grandir là-bas, je leur ai dit, bah merci. Et bonne continuation. J'ai fait ce mail-là et après, je suis parti. Ils me proposaient un CDI, c'était là, noir sur blanc. Ma femme, à l'époque, était dans un mindset et un esprit de CDI, c'est bien parce que CDI égale crédit. Et donc, crédit égale maison, égale machin. Ouais, il faut qu'on ait une maison avec une clôture blanche. J'ai dit non, on va aller en Chine. Quoi? J'ai dit si, je te jure, on va aller en Chine, tu vas voir, c'est trop bien. En Chine? Ouais. Pourquoi faire? Du business, mec. Ah, ok. Ça, j'ai eu trop de vie, j'ai eu trop de vie. Et donc, on a voyagé, on n'est pas allé en Chine, on est allé à Hong Kong. Mais c'est quand même très proche de ce que c'est que la Chine. Même si la Chine, c'est beaucoup plus intense. En Chine, je suis allé surtout tout seul. C'était quoi le but? C'était de rester, non? Non, c'était de voir le monde, mec. Je voulais voir. Je voulais voir. Découvrir. Je voulais voir. Et puis, en vrai de vrai, il y avait 2 projets qui m'ont emmené là-bas. J'ai un des gars avec qui je bossais, qui était un coach sportif et qui était bien suivi sur les réseaux et tout ça. Et on voulait faire une marque de textile sportif. Parce que les mecs de Gymshark, ils étaient en train d'arriver, ils faisaient plein de trucs. Gymshark, aujourd'hui, c'est des boss. Même Nike a voulu les racheter, ils n'ont pas voulu. Mais à l'époque, ils faisaient des débardeurs en coton pour les mecs musclés, c'est tout. Ils n'avaient pas encore pris le pli de la fit girl. Ils pas encore, c'était pas encore une... Là, maintenant, ils sont incontournables. Ils ont le monopole, limite. Voilà. Ouais. Mais avant ça, ils se positionnaient, ils faisaient plein de trucs. Et ils venaient de sortir les leggings pour meufs avec le petit sourire qui souligne la fesse, là. Et donc, ça devenait comme une hype pour les femmes de se dire, je vais mettre des belles tenues quand je vais aller au sport. Businessment parlant, j'ai dit à mon gars, là, mec, toi, tu coaches que des meufs. Il faut qu'on fasse une marque. Tu peux pas être là à revendre des trucs avec des pourcentages d'affiliation, je sais pas quoi. Viens, on va à la source. En mode Frank Lucas. T'as vu American Gangster? Ouais, ça me dit quelque chose. Cut the middleman. Donc moi, j'ai voulu cut the middleman. J'ai dit, moi, je vais aller en Chine. Je vais prendre un traducteur. Et donc, je vais en Chine pour ce projet-là et pour éventuellement tout ce qui était emballage, parce que j'avais mon business de produits pour la barbe et tout ça. Donc, il me fallait de l'emballage, il me fallait de la bouteille aussi, des plastiques et tout ça. Donc, en vrai, quand je faisais l'équilibre entre les besoins, le coût et les économies que je pourrais faire une fois que j'aurais réussi à trouver des fournisseurs, c'était un voyage qui pouvait être supporté par les activités. Paf, je me suis retrouvé en Chine. Et donc après ça, j'ai fait plein d'allers-retours parce que entre la Chine et la France, voilà les 2 choses que je devais gérer. Mais entre la Chine et le Cameroun, je devais gérer toutes les opportunités de la Chine. La Chine, avant, là je te parle encore d'une autre époque, il n'y a pas Back Market. Rakuten, c'était quoi leur nom avant déjà? Ça vous dit rien? Vous savez pas c'était quoi le nom de Rakuten avant? Non, ils ont changé de nom. Oh purée. Bref, en tout cas, il n'y a pas les sites qui avaient réussi à faire la triangulation entre la Chine et l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Hein. Même Apple. Hein. Quand tu commandes un iPhone, il vient de Chine. Hein. Directement. Il est réemballé aux Pays-Bas ou un truc comme ça. Et ensuite, il arrive ici, DHL.
mais c'est pas un iPhone qui t'attendait là à côté de chez toi. Hein. Bref, voilà. Bref, donc je suis là-bas dans cette période-là, et je me rends compte que il y a le marché de la seconde main en Chine. Il y a littéralement des centres commerciaux où tout ce qu'on vend, c'est de la seconde main. Sauf que quand tu habites dans le pays où il y a toutes les usines, quand ils disent seconde main, eux, ça veut juste dire c'est pas l'emballage qui sort de l'usine, on a refait. Non. Mais sinon, le téléphone, il est neuf. Ok. La vitre, elle est neuve, la batterie est neuve, le micro est neuf. Et je regarde les tarifs, je dis, mais c'est un truc de fou. Je fais 2 valises, je vais au Cameroun. Business. Ouais. J'arrive au Cameroun, le douanier m'arrête, mais je suis camerounais. Bref, j'ai trop de vie, mec. Ce serait trop long. Inspirant. Mais bref, tout ça m'a beaucoup aidé à élargir ma façon de voir les choses. J'avais vécu tout ça donc avant de faire mes premières vidéos. C'est pour ça que quand je regarde au début, je parlais beaucoup plus d'entrepreneuriat, j'étais beaucoup plus axé là-dessus parce que c'était ce que j'avais mangé en fait. J'avais mangé ça et c'était le moyen le plus évident pour moi d'aider les gens à créer de l'impact dans leur vie et du changement. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être la personne que tu es? Qu'est-ce que ça te fait quand je dis ça dans le sens où, bien évidemment, tu es en Île-de-France. Tu sors dans la rue, tu prends le métro aujourd'hui. Combien de gens en moyenne t'arrêteront pour dire « Oh, ça dépend des périodes. Pour faire une photo ?» Ça dépend des périodes. Mais il y en a tout le temps. C'est vrai. J'habite pas ici, mais le peu de fois où je passe dans les métros ou dans les transports, lui il le sait, on me fatigue à chaque fois. On peut faire une photo même dans les métros. Parfois je suis génie. Ah carrément, on fait une photo dans RER. Je sais que toi tu es là, tu as une grosse communauté ici. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de voir en fait que ce que tu fais a du sens dans la vie des autres? Parce que il y a une différence entre ce qu'on appelle être connu et respecté. Parce que Seydou Abachi, il dit, on vit dans une époque où avant, pour être connu, il fallait faire des choses incroyables. Mais aujourd'hui, pour être connu, il suffit d'être con et nu. Ça suffit. Tu vois, je connaissais pas ça. ça suffit pour être connu. Et du coup, il y a une grosse différence entre être connu et respecté. Donc, on connaît des influenceurs à des millions d'abonnés, mais quand tu les vois dans la rue, tu n'as même pas envie de faire une photo avec, alors qu'il est 4 fois plus connu que toi, mais tu te caches. Tu le vois, tu dis, c'est lui là, et tu t'éloignes. Et il y a d'autres, ils sont très peu connus par rapport à d'autres, mais quand tu les vois, tu as hâte d'aller le voir pour associer ton image à sa personne. Et tu fais partie aujourd'hui de ce genre de personnes aujourd'hui. Bah merci. Qui sont, ouais, c'est une évidence. Et du coup, qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as autant d'impact positivement dans la vie des autres et ce que tu fais a du sens? Qu'est-ce que ça te fait? Franchement, ça dépend des fois. Il y a des fois, ça me fait peur. Ok. Dans quel sens? Parce que tu vois, j'en parle souvent avec Naïm, il m'a entendu le dire, il a monté des vidéos où j'en parle, je le dis en long, en large et en travers. Je me considère comme un instrument, tu vois. Okay. J'estime que les choses que j'emmène me sont inspirées. Tu vois, je ne peux pas prendre le mérite de tout ce que je dis. Tu vois, ma vie, c'est un ensemble de choses. Oui, il y a des choix que je fais. Oui, il y a des choses que j'ai décidé de vivre. Mais en réalité, je n'ai pas choisi de naître à cette époque. Je n'ai pas choisi d'avoir la famille que j'ai. Je n'ai pas choisi d'avoir les proches que j'ai, d'avoir les épreuves que j'ai. Et c'est l'ensemble de ces choses qui, au final, me font dire des choses pertinentes ou peut-être parler avec précision des réalités dans lesquelles les gens se reconnaissent. Donc, je m'estime vraiment comme un instrument parce que, sinon mon ego il va péter les plombs. Je vais croire que je suis spécial. C'est une évidence. Malade. Poussez-vous, le grand Sudéi est là, laisse-moi te toucher. Non. Gotta stay humble. Calm down. Yeah, gotta stay humble. Donc déjà, des fois ça me fait peur parce que quand le message qui t'est inspiré, c'est un message qui va directement dans le cœur d'une personne qui traverse une période de trouble dans sa vie, qui croit plus en rien, qui doute de tout, qui remet tout en question, qui se sent complètement acculé, perdu, et que ce message que toi, tu véhicules à travers ta caméra, arrive chez cette personne, dans son cœur, et change son regard sur sa vie, cette personne-là, elle associe à ton visage un moment hyper important dans sa vie, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me voient, ils fondent dans larmes. Ils fondent dans larmes. Et, je peux te prendre dans les bras, je peux te prendre dans les bras. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait plus de 500 vidéos. Je ne sais pas laquelle te fait pleurer. Je ne sais pas à quel moment tu l'as regardé. Je sais ce que je fais, mais je ne sais pas ce que ça veut dire dans la vie des gens. Donc, c'est pour ça que je dis des fois, ça me fait un peu peur. Pas dans le sens, ne venez pas me dire ce que j'ai fait. Je suis très heureux et honoré de faire ça, tu vois. Mais dans le sens où, des fois, je ne suis moi-même pas conscient
du rôle que je joue dans la vie des gens. À quel moment est-ce que le message est arrivé? Qu'est-ce que ça a permis de sauver et d'éviter ou de vivre? Ok. Donc, il y a cet aspect peur. Il y a un aspect joie aussi. Il y a un aspect de joie. Parce que souvent, je suis juste content de me dire c'est trop cool, je suis utile. Je me lève tous les matins et ce que je fais comme travail, ça aide les gens. En plus, j'ai ma fille maintenant. Bon, elle me demande pas encore, papa, c'est quoi ton travail? Mais si elle me le demandait et que je devais lui répondre, bah, je serais hyper content de lui expliquer tout. Dire, voilà ce que je fais. Tu vois? Donc il y a un peu de peur, il y a de la fierté, il y a de la joie et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratitude. Yeah. Ouais, franchement, je te répondais en disant ça arrive pas, voilà, c'est pas tous les jours. Hein. Ça dépend des lieux où tu te balades. Yeah, C'est clair que si je m'amuse à marcher à Gare du Nord, par exemple, je sais que c'est hyper plein. Châtelet, c'est hyper plein. Montparnasse, tout ça. Les grosses gares, il y a tellement de monde que c'est sûr qu'on te voit. C'est sûr. Mais après, c'est sympa, c'est cool, tu vois. Ok. C'est sympa. Et je vais te poser, je sais que ça fait un petit moment qu'on parle, je vais te poser des questions assez courtes, sur lesquelles tu auras peut-être des réponses assez courtes, mais qui sont pour moi très importantes. Vas-y. Ce que je te demanderais, c'est, imagine aujourd'hui, il y a le toi d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ouais. Putain. Ouais. Il y a un bon petit con. Hein. Oh putain. Déjà, je le frappe pour qu'il se calme. Bon, peut-être. Premièrement, je le tape d'abord. Peut-être même pas. Toi. Peut-être même pas le Arrête toi. de faire le pitrin. Peut-être même pas le toi il y a 20 ans, mais toi à 20 ans. Oh, à 20 ans, c'est différent. Ouais. Tu sais, SUDI à l'âge de 18-20 ans. Ok. Et tu te vois aujourd'hui, si tu devais lui donner un conseil, qu'est-ce que tu leur aurais dit? Genre, tu le regardes, parce que maintenant tu as la vision, tu le vois assez perdu par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie, il n'est pas sûr de qu'est-ce que ça va donner l'avenir. Si tu devais lui donner un petit conseil, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, ta plus grande force, c'est d'être qui tu es. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. N'aie pas honte de ce qui te rend différent, parce que c'est ça ta plus grande force. C'est beau. Si je dois rajouter une phrase à ce jeune TUDI qui me regarde, qui a juste 18 ans, sur cette différence dont tu parles, c'est juste, peu importe ta différence aujourd'hui par rapport aux autres, sache que c'est cette différence-là qui fait la différence. Donc ta différence, elle fait la différence. Elle est très belle, ta réponse. Une autre petite question, parce que là on est parti pour les séries de courtes questions. Tu te vois où dans 10 ans? Au-delà de toute l'activité que tu fais aujourd'hui. Dans 10 ans, tu vois SUDI en train de faire quoi? Où? C'est marrant parce que je parlais à Naïm là, et je lui disais que je dois faire ces devoirs-là avant la fin de l'année, et je ne l'ai pas fait. Tu dois faire ce devoir-là? Ouais. Parce que t'as pas... Est-ce Est-ce que c'est parce que tu dois faire ce devoir-là ou c'est parce que tu n'as pas envie de propager un petit peu ce que tu vas faire à l'avenir? Non? Genre, tu n'as pas envie de... Non, il n'y a pas de cachette. Hein. Non, c'est vrai? Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de... Quand on est... Peut-être 10 ans, c'est long, c'est ça? Quand on partage un moment, quand je partage un moment avec une personne, je partage vraiment un moment avec cette personne. Ok. Donc, je calcule Non, pas. peut-être qu'il y a des sujets assez Ouais. confidentiels, on ne sait jamais. Non, Non. non, en réalité, ce sera la même chose, Ok. mais en plus grand. Ouais, En plus grand. globalement, c'est ça. La même chose en plus grand, parce que tu me demandes ce que je vais faire. Ce que j'ai dit dans ma présentation, c'est ce que je veux faire de ma vie. Tu vois, je veux que ma vie m'aide à trouver systématiquement la force, l'envie d'exprimer ma lumière, d'être une lumière et d'inspirer les autres à exprimer leur lumière et d'être des lumières aussi. Tu vois, tu me donnes plus de ressources, je le ferai plus. Tu me donnes plus de personnes autour de moi, je le ferai plus. Tu me donnes plus de temps, je le ferai plus. Tu vois. La seule chose qui va réellement changer, je pense que au niveau des structures existantes, il y aura beaucoup plus de choses. Il y aura certainement une petite armée de personnes qu'on aura créées qui vont... Parce que tu peux pas coacher tout le monde, tu peux pas aider tout le monde, tu peux pas parler partout. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on est en train de mettre en place. Je t'ai parlé de nos prochains projets dans les locaux là, ici. Donc, ouais. De belles choses arrivent. Ouais, globalement, la même chose, mais en plus grand, en mieux, plus précis. Ok. Et là, ce que je te demanderais, c'est... tu parles beaucoup de self-love. Ouais.
parles that's the beaucoup. main thing. Tu as carrément un programme là-dessus. Tu fais des rencontres parfois avec ta communauté autour du self-love. Pourquoi te spécialiser dans ce domaine-là? Quel a été ton déclic de te dire, OK, avant tu parlais beaucoup d'entrepreneuriat, de business, tu parlais un petit peu de tout. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as concentré un petit peu ta communication autour du self-love? Bien évidemment, il y a un aspect où on se dit, peu importe ce qu'on fait dans notre activité, c'est toujours bien d'être spécialisé dans un domaine que d'être dans tous les domaines. Je sais qu'il y a une raison un petit peu peut-être plus profonde que ce que je viens de dire là. Donc, est-ce qu'il y a une raison particulière qui te pousse à te dire, il est temps pour moi de me concentrer sur l'amour propre, l'amour de soi? En vrai, tu as déjà donné un peu les réponses. Hein. Il y a bien entendu l'aspect... tout ce que tu feras, tu le feras mieux si tu te connais mieux, si tu es honnête avec toi-même, si tu regardes dans la glace et tu vois qui t'es, tu vois tes défauts, tu les acceptes, tu vois tes erreurs, tu vois tout. Et ça aide, peu importe ce qu'on est. Que tu sois un fils, un père, une mère, une sœur, un entrepreneur ou autre. Si tu arrives à être en paix avec ce que tu vois dans le miroir, à être bienveillant avec toi, tout ce que tu fais, tu le fais mieux. Tu le fais comme tu es, tu vois. Le message que j'ai donné tout à l'heure à la version plus jeune de moi, c'était un message de self-love. T'as pas besoin d'être autre chose que toi-même. Tu vois. Et pour moi, avoir le courage d'accepter d'être ce qu'on est et d'accepter de ne pas être ce qu'on n'est pas, ça ne se fait que quand on sait s'aimer. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'évidence du self-love, c'est celle-là. C'est à savoir, je ne peux pas réellement aider un entrepreneur à créer ce qu'il veut créer s'il ne sait pas se respecter et s'aimer. Tu vois ? Je peux aider un entrepreneur à faire de l'argent. Mais quand il aura fini de faire de l'argent et qu'il sera sorti de sa scarcity, il se rendra compte que, merde, il y a un truc qui fait que ça résonne mal. Tu vois ? Il y a des gens qui ont de l'argent, une fois qu'ils l'ont, ils ont peur que les autres soient autour d'eux pour leur argent. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se voient pas au-delà de leur argent. Il y a des gens qui sont beaux et qui ont un beau corps. Et j'ai fait tout mon corps, mes abdos, mes pecs sont revenus, mes bras, oui, j'ai mon corps comme j'avais 25 ans. Et maintenant, je me dis, peut-être qu'on ne me voit que pour mon corps, parce que tu ne te vois pas au-delà de ce que tu as. Et tu vois, cette évidence-là fait que, pour moi, s'il y a une étape 1, c'est celle-là. Ok. Tu vois ? Une fois que j'ai fini de bosser sur le self-love, on passe à l'étape 2. Ok. Les relations. Parce que j'estime que ça aussi, c'est un truc qu'il faut réussir à comprendre et à gérer. Même un entrepreneur, tu dois avoir des fournisseurs, tu dois avoir des clients, tu dois avoir des partenaires, peut-être des associés. Yeah. Si tu n'as pas d'intelligence relationnelle, tu vas faire plein de conneries. Tu vois, tu vas peut-être écraser les mains de tout le monde, écraser les pieds de tout le monde, avoir la réputation d'être l'impitoyable, machin. Mais à la fin de la journée, une vie, il y a un début, il y a une fin. Il faut faire des choses qui ont du sens entre les deux. Tu peux écraser tout le monde, mais ça ne garantira pas. Je connais peu de gens qui ont écrasé tout le monde et qui sont heureux. C'est une évidence. Tu vois ? Même ceux qui sont heureux à court terme, c'est juste à court terme. À long terme, je pense que ça les rattrape à chaque fois, toujours. Mais ce que tu dis, c'est assez important de dire que l'étape 1, c'est soi-même, tu vois, c'est le self-love. Parce qu'on dit que tu vas beau construire, comme ce que tu dis, tu peux construire des muscles, tu peux avoir énormément d'argent, mais c'est que tu es en train de résoudre un problème à l'extérieur. On dit que tout ce que tu n'as pas trouvé à l'intérieur de toi, tu ne vas pas le trouver à l'extérieur. Tu vas beau accumuler toutes les richesses du monde, tu vas beau accumuler tout l'argent, tout le meilleur physique du monde. En tout cas, tout ce qui est possession extérieure, même le succès, célébrité, tu peux tout accumuler. Mais si tu ne l'as pas trouvé à l'intérieur de toi, tout ça sera inutile pour toi. Et c'est donc cette même raison qui fait qu'il y a des gens qui ont tout l'argent, mais qui finissent par arrêter comme ça leur vie, d'un coup. Parce qu'ils ne trouvent pas de sens à leur vie. C'est pourquoi on dit que tu dois d'abord le trouver à l'intérieur. Et une fois que tu l'as ici, tout le reste, ça viendra que compléter les choses. Mais quand tu commences par l'extérieur, donc tu commences par l'étape 2, 3, l'étape 1, elle n'est pas résolue, elle finit toujours par te ramener à la raison. Donc je trouve très pertinent ce que tu dis. 2 dernières questions. Pas de problème, avec plaisir. Une question, mais je pense que tu as le droit de me poser une question. Donc je poserai une question, mais pendant que je te parle, tu peux peut-être réfléchir. Tu as le droit de me poser une question. OK. And we can close it. OK. Yeah. Ma last question, c'est aujourd'hui, si tu devais donner un petit conseil. Non, je veux dire 3 clés. Si tu dois partager 3 clés
Je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder cette vidéo. Ma communauté qui est généralement entre 24 et 35 ans, par exemple, un exemple. Des gens qui sont un petit peu perdus. Et ils m'entendent souvent dire que tant qu'un homme n'a pas trouvé ce pourquoi il est prêt à mourir, c'est qu'il n'est pas prêt à vivre. Martin Luther King. Si tu dois partager un message à quelqu'un aujourd'hui qui est perdu, 3 clés pour se retrouver, pour donner un sens à son existence. Est-ce que 2, 3 clés, tu pourrais lui partager? Première clé, rappelle-toi de la dernière fois que tu as ressenti quelque chose de similaire et rappelle-toi que c'est passé. C'est pas la première fois que tu arrives dans ce moment-là, donc tu as déjà connu des déconvenus, tu as déjà vécu des moments down et t'en es sorti. Rappelle-toi que tu as déjà survécu à ça. C'est important que tu te rappelles de ça pour que tu saches que tu peux survivre à ça aussi. Deuxième chose que je dirais, identifie les choses qui sont possibles et qui pourraient t'emmener à ressentir de la gratitude. Et je parle bien de gratitude dans le sens appréciation de la vie. Parce que souvent, quand la vie ne tourne pas comme on veut, on la regarde et on se dit mais pourquoi elle est comme ça avec moi? Pourquoi ça a été dur comme ça pour moi? Pourquoi telle personne a eu tel mot? Pourquoi telle chose s'est passée comme ça? Et on oublie qu'on a la capacité d'apprécier la vie aussi. Donc, l'une des questions que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui pourrait m'aider à apprécier la vie là, tout de suite? Si je devais remercier pour ma vie, il y a quoi de cool là? Et même si c'est quelque chose de trivial, liste ces choses. Tu as tes yeux, liste les choses. Tu as ta santé, liste tes choses. Tes parents, regarde ton enfant, mets ça dans ta liste de gratitude. Si tu as un boulot, liste tout ça. Et le seul fait de le faire, ça va changer ta fréquence. Et le troisième point que je te donnerais comme conseil, sors faire un footing, cours bien, allez, en fonction de ce que tu peux, mais donne-toi quand même et vois comment tu te sens après. Parce que généralement, on sous-estime la partie hormonale de la façon dont on se sent. Il y a une chimie dans le corps en permanence. Si tu passes ton temps dans le noir, sans lumière du soleil, sans parler à personne, sans prendre l'air, sans rien faire, bah, tu es dans une certaine chimie. Quand tu sors et que tu vois la lumière du soleil et que tu cours et que tu rencontres des gens et que tu parles et quelqu'un te fait un sourire, bah, en fait, la chimie change. Donc, les trois conseils que je donnerais, c'est ceux-là. Ok. Merci en tout cas pour ce petit partage. Je pense que on est pas mal. Tu as le droit de me poser une question. J'ai une question à te poser, mon cher Karam. Tu es prêt pour ma question? La colle. J'ai l'impression que je retourne à la fac. Alors, en septembre, Yeah. je t'ai invité à ma conférence. Yeah. Tu es monté sur scène. Tu te rappelles? Yeah. Quand tu es monté sur scène, tu as dit « J'ai parlé à Sudei. J'ai envoyé des messages à Sudei. Et il m'a pas répondu. Ça m'a piqué. J'ai entendu ta vérité pour la première fois ce jour-là. Et je me suis dit, peut-être que Karamo a d'autres choses à me dire qu'il ne m'a jamais dit. Donc ma question, c'est est-ce que tu as des choses à me dire que tu n'as jamais eu l'occasion de me dire? Elle est belle ta question, parce qu'elle est très réaliste. Quelque chose à te dire que je t'ai jamais dit. Est-ce que je t'ai dit merci? Oui, il me semble. Ok. Bah, si je dois te dire encore quelque chose ici, tu vois, c'est merci. Parce que on dit, quand il pleut, il pleut. Mais c'est seule ta réaction face à la pluie qui détermine ton humeur. Quand un événement se passe, ton interprétation en dit beaucoup sur les résultats que ça va produire sur ta vie, tu vois. À l'époque, j'étais un jeune, je reste toujours très ambitieux. J'avais découvert un petit peu cette passion pour ce dev perso et j'étais en quête de sens dans cette voie-là. Et finalement, à ce moment-là, j'envoie un message à Sudei. Je te vois sur les réseaux, je vois tes vidéos, je commençais à faire des vidéos. J'avais un iPhone 7 à l'époque, tu vois, quitter la Guinée et tout. Pour moi, il y avait tout un chemin à faire et tout ça, parce que j'étais arrivé pour les études. Et donc, à ce moment-là, je te découvre sur les réseaux. J'ai dit, waouh, il est chaud ce mec, j'adore. Surtout, on se reconnaît souvent aux gens qui ont à peu près les mêmes origines que nous,
qui ont la même couleur que nous, très particulièrement. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis en France, je suis suivi en France et tout ça, mais si je te dis, je suis plus suivi par des Noirs que par des Blancs. Il y a un petit peu de tout, hein, mais la réalité, c'est ça. Ça veut dire quoi? Que les Noirs se reconnaissent plus en moi que des Blancs. Et j'ai d'autres amis qui font la même chose que moi, on peut même faire des duos, mais ils sont plus suivis par des Blancs que des Noirs, parce qu'ils sont Blancs. Donc les Blancs se reconnaissent en eux. Et donc je me suis un petit peu reconnu en toi, je dis, waouh, il y a une qualité de vidéo qui est pas mal, j'aimerais avoir ça. Et donc à ce moment-là, j'envoie un message à Sudei. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'envoie un message à Sudei. Yo frérot, j'adore ce que tu fais, au plaisir un jour de se faire un truc ensemble, mais surtout, qu'est-ce que tu utilises comme caméra? À ce moment-là, j'étais l'étudiant qui gagnait 400 € par mois, en parallèle de mes études. Et donc, il m'envoie ses matos, il m'envoie des captures et tout. Je regarde, ça coûtait 3000 €, à peu près. Et donc, sur le coup, je me dis, lui, il m'aime pas. Comment il peut oser m'envoyer des matos de 3000 € alors que moi, j'ai même du mal à gagner 1000 € par mois? Comment je peux rentrer 3000 € dans des matos? C'est pas possible. Lui, il veut me décourager, tu vois. Dans ma tête, il y a un petit truc comme ça qui se passe. Mais d'un autre côté aussi, je me dis... Mais du coup, tu t'es dit que j'ai fait ça exprès? Non. Genre, tiens, je vais lui dire un truc chiant. Non, tiens, je me suis dit quelque chose, tu vois, l'esprit un petit peu jeune qui se dit, bon là, il m'a envoyé vraiment le gros paquet de son gros paquet, sauf que 3000 €. Aujourd'hui, mon boîtier, il coûte plus de 3000 €, tu vois. Donc, dans ma tête, à ce moment-là, c'est, waouh, il m'a envoyé plein de trucs comme ça, il aurait pu m'envoyer un truc de 1000 €, ça aurait été plus simple, tu vois. Mais là, non, ça m'encourage pas. Donc, il y a ça qui se passe déjà. Mais je me dis, non, t'inquiète, franchement, il est quand même très gentil parce qu'il m'a répondu. Des gens à sa place, parce que tu avais beaucoup d'abonnés à ce moment-là, par rapport à moi. Et du coup, je me dis, des gens à sa place ne répondent même pas. Donc, il est quand même très cool. Je zappe ça et très reconnaissant de ta réponse. Une autre fois, je t'envoie un message. Je pense à l'époque, ouais, je dois avoir 2000 abonnés. Hein. J'achète finalement les matos, caméra, lumière et tout ça. Et quand j'achète, j'ai un objectif qui ça rentre pas, il faut un adaptateur. Ouais, qui va pas avec. J'envoie un message, je dis, ah frérot, j'ai acheté ça et ça, mais il marche pas. Ça. Comment ça marche? Bien évidemment, YouTube, c'est mon meilleur ami. Mais avant d'aller sur YouTube, je me dis, lui, il a la même chose que moi. Donc, lui, il pourra m'aider. Mais à ce moment-là, tu vois pas le message. Du coup, tu me réponds pas. Et moi, dans ma tête, je me dis, lui, il m'a pas répondu. Parce que X, Y, Z, je me dis, bon, parce que voilà, à aucun moment, je me dis, il a beaucoup de messages. Non. Je me dis juste, il fait pas attention à moi, il s'en bat les couilles. Normal, tu vois. Et ça, si je te dis merci aujourd'hui, c'est suite à cela. Parce qu'avant, j'avais beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego. Et donc, si on refuse de me donner ce que je veux à ce moment-là, j'ai beaucoup évolué, hein, mais cet ego-là m'a sauvé la vie aussi, tu vois. Ah, c'est clair. Ouais, l'ego, c'est très important. L'ego, c'est essentiel pour la survie. Si on refuse de me donner ce que je veux au moment même, mon ego le prend très mal. Je me dis, c'est par rapport à moi. Donc, je le prends très personnellement. Pourquoi les 4 accords toltéiques, j'adore. Je dis ne rien prendre personnellement. À ce moment-là, je n'avais pas fait ce travail. Je n'avais même pas lu ce livre. Donc, je prends personnellement. Et donc, quand moi, je prends ça personnellement, je garde une dent de telle sorte en me disant, OK, aujourd'hui, je suis petit, mais je confie ça à ma vision en disant, je vais tellement grandir que ce mec ne pourra pas me sauter. C'est-à-dire, va me voir, tu vois. Je mets ça dans la tête. Mais c'est des étapes que j'ai déjà eues à l'ancienne encore dans ma vie. C'est-à-dire, une fois, j'ai raconté une histoire d'un cousin à moi qui était ministre, à tout. J'ai vécu à peu près... C'est même pas la même chose. C'est 10 fois pire. Parce que cette fois, on m'a rabaissé, insulté et tout ça. Et ça, c'était devenu une source de motivation. Parfois, je faisais du vélo pour aller bosser. J'avais envie d'abandonner. Je me disais, ce cousin-là, il a dit que j'étais un branleur et que j'allais rien faire de ma vie. Si je m'arrête ici, lui, il aura raison sur moi. Donc, ça devenait une source de motivation. Donc, ça devenait toujours des pourquoi ne pas abandonner. Et donc là, c'était une raison aussi de me dire, OK, mais dans 1 an ou 2 ans, ce mec-là, il va me voir quelque part et il ne pourra pas me sauter. Parce qu'il y a une citation que j'avais retenue qui dit, ne t'inquiète pas si tu n'es pas connu. Fais en sorte que te connaître en vaille la peine. Et j'étais dans cette optique-là. Et puis finalement, je commence à évoluer. Une fois, je viens à une conférence, on m'avait invité comme VIP, mais toi, tu étais le conférencier principal. Je le vois. Ah, c'est lui, le frérot. Mais je te suivais toujours. Hein, parce que j'avais envoyé plusieurs autres messages à la suite. Tu n'avais pas vu aussi, tu vois. Que tu n'avais pas vu. Je pense que les messages se perdent parce que tu as assez de messages et tout ça. Et finalement, tu me vois sur scène. Je pense que tu commences à reconnaître ma tête. Tu dis, ah, lui, je le connais. Tu étais en pleine conférence. Il m'a dit, hey, toi, ça va? Bah oui, j'ai eu un visage familier. Ouais, moi, j'étais content. Moi, dans mon film, tout va bien. Ouais, t'as vu? Mais c'est un film, il était sympa. C'est ça qui est génial. C'est l'interprétation. Moi. C'est l'interprétation. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est cool, il m'a salué. Je t'ai mentionné un story. Parce que je n'étais pas vraiment en mode. T'es parti vite, en tout cas. Je me rappelle, t'es parti vite. Après ça, t'étais plus là.
Ouais, Tu es descendu de scène, t'étais pas là. Non, je suis pas resté jusqu'à la fin. Parce qu'à chaque fois, aller-retour Poitiers, tu connais. Donc il faut toujours partir plus tôt, tu vois. J'avais vu Sibi, je commençais à me rapprocher de Sibi. On avait fait une interview à ce moment-là. Il me parlait de Sudei. Ouais, je connais Sudei. Je lui ai envoyé des messages, il m'a pas répondu. J'étais toujours dans cette optique. Mais j'avais quand même fait la paix avec moi-même parce que j'avais été à ta place. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, moi, j'étais le jeune qui n'avait pas de message. Donc, je répondais à tous les messages. Et là, je monte 10 000 abonnés. Je commence à voir que je ne peux pas répondre à tout le monde. 20 000 abonnés. Je commence à voir que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je vois des gens limite qui se désabonnent à moi en me parlant super mal, en disant que j'avais beaucoup d'ego et que je ne les répondais pas, alors que je n'avais jamais vu leur message. Et à ce moment-là, j'arrive à me mettre à ta place. Je me dis, le mec, il avait 80 000 abonnés, j'avais 2 000 abonnés. Et moi, je l'ai mal pris parce que je me dis, il ne m'a pas répondu, mais très probablement, il n'a jamais vu mes messages. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres jeunes hommes qui regardent cette vidéo qui se plaignent de la même façon que je me plaignais avant. Et ça, si je te dis merci aujourd'hui, c'est parce que mon interprétation de cela a été un peu une source de motivation supplémentaire. C'était pas la base, mais c'était quand même, c'est venu rajouter une petite sauce là-dessus, une envie de se dire, j'ai envie de me hisser au sommet, et comme ça, il n'y aura pas d'autre choix que de me voir, tu vois. Donc voilà, je pense que ça, c'est l'histoire résumée de façon complète, tu vois, entre guillemets. Okay. Et s'il y a un jeune homme qui regarde aujourd'hui cette vidéo et qu'il a envoyé un message à quelqu'un qui est assez suivi sur les réseaux, ne le prends pas personnellement. Ne rien prendre personnellement. Et après, ton interprétation peut-être peut te mener soit très loin, ou soit ça peut te faire vivre dans la rancœur. Parce que c'est deux choses. Soit tu le prends vraiment, tu dis, ça c'est une bonne raison. Il fallait que ça arrive comme ça pour que je sois là où je suis. C'est-à-dire, si tu m'avais répondu, tu m'avais approché comme ton petit toutou, tu vois, à côté, je pense que j'aurais pas eu la même rage. Parce que j'aurais eu l'envers du décor sans arriver là. Tu vois, tu m'aurais approché, ouais, Karamo, bon, j'ai 2000 abonnés, ça m'aurait pas... Je serais peut-être là, j'aurais découvert plein de choses, mais j'aurais pas eu la rage de le construire moi-même. Mais le fait de ne pas me répondre, finalement, au début, je le perçois comme quelque chose de négatif, et plus tard, tu finis par percevoir cela comme étant la plus belle chose qui devait arriver. Donc les choses, pour moi, dans la vie, tout arrive pour une bonne raison, finalement. Tout ce qui t'arrive, Dieu, il a prévu que les choses se passent comme ça pour pouvoir construire l'être que tu seras demain. Tu vois. Je perçois les choses comme ça. Donc voici, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. That's amazing, c'est bien. Tu m'as donné beaucoup de contexte, c'est bien. Je suis content. Donc j'étais le méchant, quoi. Ouais. Elias, tu te rends compte? J'ai été j'étais le méchant comme ça. Moi, je suis tranquille chez moi, on dit que je suis méchant, quoi. Ah là 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 là. Le mec, il dort tranquille, et carrément, il est là. Oui, carrément, il est fâché contre moi. Mais c'est bien. Que tu aies pu t'en servir pour en faire quelque chose, moi, je trouve que de toute façon, c'est la meilleure façon de réagir. Ouais, mais c'est pourquoi j'étais très, très ému quand tu m'as invité sur scène. Parce que selon mon histoire que je me suis racontée à moi-même, c'était un petit peu la fin de l'histoire, la fin de ce chapitre-là. Ça y est, c'est bon. Ouais. Mais au moins, le chapitre. Je peux pas faire comme si j'existais pas, je suis sur scène avec. Non, là, il n'y a plus de choix, il n'y a plus de l'interview. Donc, en tout cas, le chapitre, il était clos, mais d'une sorte que la leçon, elle est tellement apprise de façon tellement plus mature et tout ça. Et même aujourd'hui, je pourrais même partager un conseil à un autre petit frère qui est juste derrière, qui se cherche, qui envoie des messages et tout ça. Le fait que je te réponde pas, je pense que ça, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que tu peux t'en servir pour faire un truc incroyable après. Tu peux te dire, il m'a pas répondu, je vais tellement grandir que je vais jouer dans la même team que lui, dans la même cour que lui. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau que la personne peut t'offrir. Donc voici un petit passage avec le grand frère, le Mister Sudei. Merci pour tout ton partage, très pertinent. J'ai pas été au bout de toutes mes questions. Ah, j'imagine. Mais on remettra... 24 vies. On remettra ça. J'arrive bientôt. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Ça, je suis assez sceptique là-dessus. Peut-être que ça va encore mettre 2 ans avant que ça vienne. Je vous rappelle que je suis Sudei. Mais si vous voyez ça avant le 20 janvier, on se donne donc rendez-vous à la grande conférence Déclic que j'organise finalement le 20 janvier à Paris-Bercy, dans la même salle exactement où Sudei a organisé sa conférence. Et j'aurai l'honneur aussi d'avoir Sudei avec moi ce jour-là. J'espère qu'il sera disponible. Tu seras là? T'es invité en live. Là, tout le monde te regarde. Ouais, mais là, tu sais pas mon emploi du temps, j'ai rien, je sais pas comment ça se passe. Je t'embête. Là, il m'a piégé, là, Elias. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Naïm, tu entends ça? Qu'est-ce que j'ai fait là comme ça? Hein?
Donc, Non, voilà. en tout cas, je ferai tout pour être là. Si je peux être là, je serai là avec grand plaisir. Ok. C'est pas loin. En tout cas, si je suis sur Paris, je serai là, c'est sûr. Ça Il marche. faudrait que je sois à l'étranger pour pas être là, mais... Non, je t'enverrai ton invitation personnellement aussi. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai très ravi de vous répondre parce que c'est un podcast. Donc, il n'y aura pas 10 millions de commentaires. Je répondrai à un max de commentaires. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Sudei. Merci à toi de m'inviter. On Merci est chez Naïm, toi. c'est ça? Naïm. Naïm. Ok. Merci à Mr. Elias qui est là, le Peaky Blinders. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.